dans cette émission, on adore les jardins, on aime aussi beaucoup la nature. Dans ce numéro, on va donc encore découvrir toutes sortes de conseils pour accueillir les espèces fascinantes avec lesquelles nous cohabitons, mais aussi toutes sortes de gestes pratiques pour rendre nos jardins plus productifs, plus esthétiques, plus accueillants pour la faune sauvage. Entrez, c'est ouvert! Alors, ce qu'on adore surtout avec cette émission, Virginie, c'est transmettre des bonnes pratiques et puis surtout s'offrir une bouffée de verdure. Ça fait toujours du bien. D'ailleurs, ce mois-ci, dans Entrée, c'est ouvert, on a beaucoup de choses à vous partager. D'abord, avec cette question, quelle est la place du chat dans nos jardins ? On vous propose aussi un petit portrait piquant de l'aubépine. Georges viendra nous parler des haricots, puisque c'est le bon moment pour les semer. François nous parlera des pucerons et d'autres parasites desquels, figurez-vous, on peut se protéger, ou en tout cas protéger nos plantes. On continuera à parler petites bêtes avec Louis de Natagora, puisqu'on parlera des limaces et des escargots. Enfin, un petit exercice pratique en fin d'émission, Virginie nous montrera comment tester la structure de son sol. Allez, c'est parti, sans plus attendre, direction Wallin, écoutez le gazouillis de ces petits oiseaux. Et si on vous disait que le chat pouvait être un réel danger pour eux ? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut mettre des choses en place pour favoriser une meilleure cohabitation entre les deux animaux. Natalia, on est très content de te retrouver ici à Wallin. Tu es responsable de la communication au sein de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux. On est ici chez tes parents. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots le travail qui est mené par la Ligue ? Oui, alors la Ligue de protection des oiseaux travaille sur la protection de la biodiversité depuis 100 ans. On travaille au niveau de la militance pour faire vraiment bouger les codes, bouger les lois pour la protection de la faune sauvage. On travaille au niveau aussi de l'acquisition de réserves pour protéger ces espaces naturels. On a de la sensibilisation au public, au grand public, sur la protection de la faune sauvage. Encore. Et on a un centre de soins à Anderlecht qui accueille jusqu'à 3500 animaux par année pour les revalider et les relâcher dans leur espace naturel. Donc on parle bien ici de petites faunes sauvages recueillies par des particuliers qui vont les conduire dans ce genre d'hôpital finalement. Tout à fait. Pour animaux. Oiseaux, renards, hérissons, amphibiens, donc tout à fait, faune sauvage. Et parmi ces rescapés qui arrivent chez vous, eh bien, on trouve pas mal d'oiseaux qui ont été victimes d'attaques de chats. Oui, alors ça c'est... En moyenne, entre 10 et 8% de nos animaux, donc ça fait plus ou moins entre 250 et 350 animaux par année qui sont recueillis suite à l'attaque et la prédation chat. C'est quand même pas rien en fait. On prend conscience de plus en plus de l'impact que le chat peut avoir dans nos jardins. C'est un prédateur. C'est malheureusement un prédateur, même si on l'aime beaucoup. Voilà, oui, parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas du tout de faire le procès du chat, qui accompagne l'humain depuis des milliers d'années. On les aime beaucoup, nos matous. Mais par contre, Natalia, est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour favoriser justement une meilleure cohabitation entre le chat et les espèces sauvages ? Oui, tout à fait. La cohabitation avec le chat est vraiment possible grâce à l'aménagement du jardin, comme par exemple l'installation de haies. Ici, derrière, on a vraiment du houx, de l'aubépine. Ça, c'est vraiment des refuges naturels qui sont idéaux pour les oiseaux. Oui, parce que ce sont des essences munies de piquants. Oui. Et donc ça va créer une haie défensive dans laquelle l'oiseau va aller faire son nid et le chat ne pourra pas y pénétrer. Donc effectivement, c'est assez simple et très efficace. Très efficace. Est-ce que tu penses à d'autres aménagements favorables ? Je pense à certains, je vais te montrer. Ah je te suis. Ici, on est vraiment juste à côté d'un tas de bois qui est bien recouvert par le lierre. Ça, c'est vraiment idéal pour tout ce qui est amphibien. Surtout, donc tout ce qui est triton, orvet, grenouille. Ça, c'est vraiment un lieu idéal pour pouvoir les protéger de nos matous. Oui, c'est ça. C'est toujours le même principe de rendre des lieux infranchissables quelque part. Ça, ce sont les aménagements qu'on peut réaliser. Mais il y a aussi un gros travail de prévention à faire en tant que propriétaire du chat. Et la première chose à faire, c'est peut-être de le stériliser. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment... la stérilisation, c'est une obligation légale depuis 2017 en Wallonie et 2018 à Bruxelles. Mais c'est vraiment... Ça aide pour réduire la pression sur la faune sauvage. C'est vraiment un élément à la fois obligatoire et essentiel pour la protection de la faune sauvage. Mais il y a encore plein d'autres choses. Ne pas abandonner son chat. En ville, il y a énormément de chats abandonnés qui mettent une pression
importante sur la faune sauvage. Et là, c'est vraiment des chats qui vont chasser pour leur survie, quoi. Oui, c'est ça. Et effectivement, prendre un animal domestique, c'est un choix qui doit être réfléchi. Réfléchi et on peut à la fois l'alimenter bien, de manière variée, donc pâté, croquettes, mais il y a aussi beaucoup de jeux à faire. Parce qu'un chat, c'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on laisse dehors pendant toute la journée. On peut l'animer, le stimuler, ça va lui permettre de vraiment répondre à son besoin de chasseur naturel et réduire son impact sur la faune sauvage. Ok, bon, c'est déjà pas mal, hein. Si on met tout ça en place, on peut en tout cas agir concrètement, c'est une bonne nouvelle. Et encore d'autres choses, Natalia, que tu as à nous proposer, hein. Oui, tout à fait. Alors il y a le classique collier pour chat. Alors on peut évidemment retirer les petites clochettes, il n'y a aucun souci. L'intérêt en fait de ces colliers, c'est la couleur. Ah oui, okay. C'est vraiment le fait d'avoir quelque chose de très coloré. On peut même l'accentuer avec une colorette vraiment très 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 colorée. La version bandana. Et alors il n'y a aucune difficulté parce que donc ça se détache vraiment. Si le chat s'accroche, ça se détache automatiquement. Donc il n'y a aucun risque pour le chat. D'accord. Donc ça c'est une première solution très simple. Je te la prête 2 secondes. Une autre solution, et ça c'est vraiment assez facile aussi, c'est le cône pour protéger au niveau des arbres. Hop, on glisse, on va le tourner, on va le mettre comme ceci avec 2 boulons. Ici on voit que l'arbre est un petit peu trop petit, mais c'est vraiment une facilité. Et alors le chat va être bloqué par en dessous. Dans son ascension. Voilà, okay. Tout à fait. Très bien. Non, ceci n'est pas un talkie-walkie pour chat, c'est un émetteur d'ultrasons. Oui, c'est un détecteur de mouvement et la chaleur du chat. Donc ça ne fonctionne pas tout le temps, il n'y a pas de l'ultrason qui va vraiment se diffuser tout le temps. Ça peut être mis à côté d'un nid ou à un endroit où il y a vraiment un danger pour la faune sauvage. Mais écoute Natalia, un grand merci pour cette petite séance télé-boutique achat en plein air. Ce sont tous des produits qu'on retrouve à la boutique de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux. N'hésitez pas à jeter un œil dans ce magasin qui vous propose plein de choses d'ailleurs pour accueillir la faune sauvage au jardin. Et puis nous, en tant que propriétaires de chats, prenons soin de nos félins. Soyons aussi un peu plus attentifs à l'impact qu'ils peuvent avoir sur la faune sauvage avec laquelle nous cohabitons. Et soyons attentifs aussi aux moyens naturels de protéger les oiseaux de leurs prédateurs. L'aubépine, par exemple, une super plante indigène qui permet aux oiseaux de se cacher et de se protéger des prédateurs. Virginie, tu nous en dis un peu plus sur ce petit arbre coriace ? L'aubépine est un petit arbre indigène très répandu dans nos campagnes. On l'observe dans les lisières, dans les haies, mais également dans les jardins. C'est une plante rustique qui fait partie de la famille des rosacées. Alors on la reconnaît tout d'abord à son écorce, gris clair, et puis à son feuillage. Quand on la regarde de plus près, ses feuilles sont particulièrement lobées. On voit ici les différents lobes, et ces lobes sont dentés. Alors l'aubépine accueille de nombreux insectes puisque plus de 100 espèces se nourrissent de ses feuilles. Elle possède aussi des piquants, ses rameaux sont très épineux, ce qui fait le bonheur des oiseaux qui vont y trouver un abri de choix pour y nicher. Alors dès le printemps, l'aubépine se colore de fleurs blanches, des jolies petites fleurs à 5 pétales groupées en corymbes qui sont très parfumées et très mellifères. Ça grouille d'abeilles entre autres. Et puis un peu plus tard dans la saison, ce sont ces fruits qui vont arriver à maturité, des petites baies rouges qu'on appelle des senelles, que les merles et les grives adorent, tout comme les petits mammifères. Et ce sont des fruits comestibles qu'on utilisait autrefois dans certaines recettes de pâtisserie notamment. Et ce n'est pas tout, puisque l'aubépine a aussi des vertus médicinales. C'est un tonique cardiaque, c'est aussi une plante qui est relaxante, qui est antispasmodique. On la prépare en tisane. En fait, il suffit de cueillir quelques fleurs qui sont encore en bouton ou légèrement ouvertes. On fait sécher ces fleurs et puis on met une cuillère à café de fleurs séchées dans une tasse d'eau bien bouillante. On laisse infuser 10 minutes et puis on boit ce remède 2 à 3 fois par jour. En gros, l'aubépine est un acteur essentiel de la biodiversité du jardin qui nous offre en plus de nombreux petits cadeaux tout au long de l'année. Un arbre à cadeaux en somme. C'est original. En parlant de cadeaux, dans chaque émission, Georges nous offre de précieux conseils, non ? Et ce mois-ci, Virginie, tu le retrouves pour parler des haricots. C'est le moment idéal pour les semer.
Nous revoilà à ton potager, Georges. Oui, Virginie. Ton magnifique potager. Bah, magnifique potager. Tu vois, cette année, il est plutôt dans la boue, Bah oui. comme beaucoup d'autres. Et pourtant, les pommes de terre ont quand même bien pris, hein? Oui, mais c'est celle que nous avons plantée il y a déjà quelques semaines. Oui, je me Regarde, souviens. et bientôt, elle va bientôt fleurir. Ah, génial. Donc, ça se porte bien. J'espère qu'on viendrait pour l'arrachage. Ah, ben, on y compte bien, ça. Pour voir le résultat. On ne va pas rater ça. On ne va pas rater ça. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va planter semer d'haricots, semer d'haricots en perche et nain. Et nous allons faire ça dans ce coin-là, là-bas. Mais avant, je dois les préparer. D'accord, mais écoute, je te suis. Allons-y. Là, ça, c'est du haricot nain, mange tout. Donc, eux n'ont pas besoin de support. Non, un nain, pas besoin de support. OK. Ceux-ci sont des haricots à perche. Donc, eux, on va les faire grimper. Oui, mais en grains. Celui-là, c'est un haricot à perche également. Et puis celui-ci, c'est un haricot à perche, mais du type sabre, mange tout. Donc la grosse différence, c'est que le mange tout, on va le manger avec la gousse, comme on peut le manger en grains. Donc l'haricot grain, à l'intérieur, il y a une membrane qui est difficile à digérer. Raison pour laquelle on va le laisser mûrir. Et une fois qu'il sera bien sec, on va l'écorcer. Facilité de conservation, parce qu'il n'y a aucun problème. Et on va pouvoir le manger en grains, cuits, bien sûr, par la suite. C'est ça. Mais tu n'es pas le seul à apprécier l'haricot. Non, généralement, les oiseaux viennent aussi picorer dans ce que j'ai semé. Alors là, c'est un petit truc. Et pour ça, j'ai besoin d'un bol, d'un petit peu de lait et de poivre. Oula, c'est énigmatique tout ça, Georges. N'est-ce pas, oui? Alors, les perches sont mises à 70 cm les unes des autres. Et on met généralement 5, maximum 6 grains par perche. Donc, je vais préparer 6 grains, quelques gouttes de lait, du poivre. Alors, le lait va coller le poivre sur les grains. Ça effraie qui, ça, alors? Les oiseaux. Tous les oiseaux. Oui, comme c'est poivré, ça pique au bec, évidemment. Donc, ils s'en vont plus loin. Bon, allez, j'embarque le pot et c'est parti, hein? C'est parti, nous y allons. Eh bien, maintenant, qu'allons-nous faire? Bon, on va semer les graines de haricot. Absolument. Pour ça, on a besoin d'un petit sillon autour de la perche. Dis, cette perche, en fait, c'est tout simple ce que tu fais là. Oui, c'est de la latte à panne. Hein. Oui. Donc, c'est du matériel de charpente. De récup. Non, acheter neuve. Ah oui. Mais le problème, c'est que j'ai beau les enterrer de 30 cm. Avec le vent, il faut qu'on les couche. Oui. Pour ça, je mets une tige métallique à côté, une barre de fer, que je plante bien plus profond. Et là, ça ne bouge plus. C'est ingénieux. Ingénieux, oui, tout ça. Alors, mais 6 Donc, haricots. tu mets tes 6 graines les 6 grains. autour du tuteur. Ah, donc, il ne faut pas creuser profondément. Hein. Non, 3 cm, c'est suffisant. Remettre un peu de terre dessus. 2 cm de terre. Donc, ceux-là sont semés. Ensuite, on plante les autres. Oui, je vais mettre les blancs de façon. Oui. Et puis l'or du Rhin. Et plus loin, nous allons y aller maintenant. Ce seront les haricots nains. OK. Et donc, pour les haricots nains, Georges, comment tu procèdes? Mais je fais un sillon de dizaines de centimètres de profondeur, mais un petit peu moins, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et là-dedans, on va semer nos haricots, un grain tous les 10 cm environ. Bon, je sème alors, hein, Georges? Oui, vas-y. Tous les 10 cm. Bon, mais comme vous le voyez, on est très occupés. Alors, la culture des haricots n'est pas bien compliquée. À vous de jouer. Et comme les patates, promis, on participe au ramassage. Enfin, ou alors on dit la récolte? Tiens, vous sentez? Ça sent le purin d'ortie. Un remède miracle contre les pucerons qui commencent à venir titiller nos fruitiers. C'est parti pour les bons plans de François. Donc nous sommes toujours en pleine saison, le mois de juin est là et on a un développement important, notamment des maladies et des ravageurs au potager, au jardin d'agrément et aussi sur les fruitiers, notamment avec ce temps chaud et humide à la fois. Ici aujourd'hui, je vais vous présenter des méthodes tout à fait naturelles pour lutter contre ces nuisibles, que ce soit des ravageurs ou des maladies. Donc ici, notamment sur des fruitiers, j'observe une présence de ravageurs, notamment le puceron. Donc le puceron est bien visible ici sur les feuilles du pommier. Donc une des caractéristiques des pucerons, c'est que le puceron pique la feuille, il prélève la sève et la plante souffre et on a des défauts de croissance et même aussi des enroulements, notamment du feuillage, comme c'est bien présent ici sur ce pommier. Pour remédier à ce problème, on peut naturellement lutter en utilisant par exemple une solution de purin d'ortie. Donc il faut savoir que le purin d'ortie peut être macéré, fabriqué soi-même à la maison, mais cela est un processus long qui prend plusieurs semaines. Mais il est aussi possible de trouver des solutions déjà macérées, prêtes à utiliser, qu'il ne reste plus par exemple qu'à diluer.
Une autre méthode naturelle pour protéger vos plantes au jardin consiste à utiliser de la poudre de lave. Donc il s'agit d'une poudre d'origine volcanique, très riche en oligo-éléments et notamment en silicium. Cette poudre de lave a la propriété de créer une barrière qui va empêcher les champignons et les insectes de se développer. Le champignon est en fait arrêté dans son développement grâce au caractère hygroscopique de la poudre de lave qui va capter l'humidité et empêcher l'infection au niveau de la feuille. Il faudra néanmoins intervenir de façon préventive pour assurer les meilleurs résultats et répéter l'application tous les 7 à 10 jours. Pour ce faire, pour assurer une bonne application de la poudre, le mieux est de s'équiper d'une poudreuse. Donc cette poudreuse permettra d'adapter et d'apporter la bonne dose sur les différents légumes. Dans ce cas ici, je vais traiter les tomates qui sont notamment fort sensibles au mildiou. Pour assurer une bonne protection des plantes, je vous conseille d'utiliser les 2 méthodes, donc à savoir le purin d'ortie et la poudre de lave. On veillera juste à les appliquer en alternance en respectant chaque fois une période de 7 à 10 jours entre 2 applications. Une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre, une fois... Enfin bref, vous avez compris. Tiens, en parlant de répétition, vous aussi vous avez observé ces limaces et ces escargots qui revenaient à répétition dans nos potagers ou sur nos terrasses. Toi Virginie, tu nous proposes de prendre un peu de hauteur et de les regarder d'un angle différent. Louis, tu es un expert des gastéropodes, tu travailles chez Natagora. On peut dire en langage plus courant que tu étudies les limaces et les escargots. Exactement. Alors on est ravis de se balader avec toi dans ce joli parc du Paradis. Nous sommes à Braine-l'Alleud, dans un jardin public, pour changer. Alors Louis, comment ça t'est venu en fait, cette envie d'étudier des espèces aussi spéciales finalement que les limaces et les escargots? Je pense que ce qui m'a fait le déclic, c'est une scène dans un film, une scène d'amour entre 2 escargots de Bourgogne qui étaient magnifiés et qui m'a marqué. Mais après ça, je dois avouer que j'ai un peu oublié la question. Et je m'y suis remis un jour après m'être intéressé énormément aux oiseaux. Mais avec beaucoup de difficultés parce que les guides sont très compliqués à utiliser parce que c'est un groupe qui est pas assez étudié, donc les critères sont plutôt donnés pour les scientifiques et pas pour un naturaliste de terrain, je vais dire. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, ce sont des animaux qu'on croise au quotidien, mais qu'on ne connaît pas. Quels sont les critères pour en trouver le plus facilement, Louis? Mais la météo, c'est clair que c'est le premier facteur. Ouais. Donc aujourd'hui, il a plu, donc on va trouver des herbes humides, donc on peut chercher déjà simplement dans l'herbe. Des endroits très intéressants aussi, c'est les endroits où ils vont se cacher, parce que même quand les conditions sont bonnes, il y a une partie d'individus qui vont être cachés. Et donc là, soulever les pierres, les morceaux de bois au sol. Là-bas, par exemple, il y a un site, tu vois. Ici, dans le parc, tous les troncs, les rondins qui sont placés là-bas sont dans un excellent endroit. Donc, allez, je vous emmène, on va aller voir. Ouais. Ah, tu vois, on trouve directement 2 espèces de limaces ici, la loche laiteuse et la loche méridionale. Donc, si je veux chercher plus, comme la plupart des espèces sont toutes petites, je sors mes lunettes loupe. Ah, pratique. Et donc, je prends une position ridicule. Génial. Et Regarde, c'est Louis, comme moi, ça. Oui. moi j'ai trouvé un bois aussi là derrière. Okay. Et j'ai vu un bel voilà. escargot. Un beau petit gris. Voilà. Alors les escargots ont des coquilles, les limaces n'en ont pas. Exactement. Ce sont 2 groupes différents alors? Non, pas du tout. En fait, ce sont les gastéropodes de manière générale. Dans une même famille, on peut trouver des individus qui ont des coquilles, donc on va placer escargots, et des individus qui n'en ont pas. D'accord, c'est plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe. Alors, gastéropode, ça veut dire gasté le ventre et pod le pied, voilà. C'est le ventre-pied. Voilà, exactement. Donc ces espèces se déplacent sur leur ventre ou sur leurs pieds, c'est selon. Avec une bave. Voilà, en excrétant ce qu'on appelle du mucus, une bave qui leur permet de coller à ce support. Et donc, Donc, par tu là. vois, Ouais. Ah oui, reste, elle va tenir quel que soit l'angle dans lequel je tourne. Par contre, il peut aussi profiter d'autres espèces pour se déplacer sur des grandes distances. Exactement. Donc, si tout à l'heure on décide de repartir avec le bois, voilà. il partira avec nous. Voilà, où il se met sur une autre espèce. Tout à fait. C'est comme ça qu'ils ont voyagé. On a même montré que certaines espèces ont atteint certaines îles accrochées à des oiseaux. C'est dingue. Donc c'est un truc complètement fou. C'est génial. Alors, ce sont des animaux qui ont un rôle hyper important dans la nature, parce qu'on ne les aime pas trop, mais en fait, on ne connaît pas le rôle d'éboueur. Exactement. Ils vont décomposer les déchets, les excréments, les bois, etc. Voilà, donc toute la matière organique est progressivement décomposée par les champignons, les cloportes, d'autres petites bêtes du sol et notamment les gastéropodes. Génial. Bon, on va voir ailleurs, Louis. D'accord. Virginie, Oui. viens un peu voir. T'as trouvé quelque chose? Oui, regarde. Un escargot tout allongé, qu'on appelle Clausili. Oui, c'est marrant ça. On ne s'attend pas à trouver ça. Hein.
Et donc, quand on voit les petites tours de sa coquille, là, ça indique quelque chose? Oui, donc en fait, si on avait un petit bébé, l'escargot, il a une toute petite coquille qui fait environ un tour et demi. Et puis au fur et à mesure qu'il grandit, il y a des tours qui s'ajoutent. Ah oui. Et une fois arrivé à l'état adulte, il y a la coquille qui s'évase finalement. Et chez certaines espèces, il y a des espèces de dents, des petits picots qui se génèrent dans l'ouverture. Ah, c'est génial. Faut que je m'achète tes lunettes. C'est une bonne idée. Bon, ici, Louis, on a Oui. l'espèce de limace qu'on connaît tous, qui est très présente dans nos jardins. Exactement, la loche méridionale. Donc, comme son nom l'indique, qui vient du sud de l'Europe, de la région de Valence exactement. C'est une espèce importée, c'est une espèce invasive, donc c'est une des espèces invasives les plus nocives pour l'économie et aussi pour la biodiversité. En fait, chez nous, elle a pris la place de la grande loche orange, qui était extrêmement courante avant et qu'on ne retrouve actuellement plus qu'au cœur des très grands massifs forestiers. Et elle a été disséminée via les humains, finalement. Voilà, exactement. Donc, à partir du moment où elle arrive avec des plantes, on aime beaucoup, nous humains, de jouer avec des plantes, de les passer ou de les vendre à d'autres personnes. Oui, c'est ça. On ne vend jamais la plante toute seule, on met toujours un peu de terre autour. Et dans cette terre, qu'est-ce qu'on retrouve? Des œufs, des petites limaces. Exactement. etc. Super intéressant. En tout cas, un grand merci Louis pour toutes ces infos captivantes. Je t'en prie. On espère que ce sujet vous aura amené à porter un regard différent, plus tolérant peut-être, sur ces espèces qui, bien que familières, sont extraordinaires. Et puis ce sont aussi de chouettes petites bestioles à observer avec ses enfants. Comme les vers de terre, tiens, les enfants adorent les regarder, mettre les mains dans la terre, Enfin bref, pour nous, ils sont précieux grâce à leur activité de bioturbation qui modifie la structure de notre sol. Mais au fond, vous connaissez, vous, la structure de votre sol? Mieux, vous avez envie de la connaître? Alors Virginie, là, je te refile la patate chaude. Vous êtes-vous déjà intéressé à la structure de votre sol? C'est un paramètre important au jardin parce qu'il va déterminer la manière dont votre sol va retenir l'eau et les éléments nutritifs indispensables à vos plantes, ainsi que la manière dont celles-ci vont déployer leurs racines sous terre. Le sol est composé de différents fragments minéraux. Il y a les roches, les cailloux, des plus grands aux plus petits, et puis en dessous de 2 mm arrivent les sables. Plus petits, on a les limons, et enfin les argiles qui sont les particules les plus fines du sol. La texture du sol est donc définie par la proportion de ces différents composants. Alors, il existe un test tout simple pour découvrir la structure, la texture de son sol, c'est le test du boudin. Alors, il vous suffit simplement de prélever un échantillon de terre dans votre terrain, creuser à 10-15 cm, et puis vous allez un petit peu humidifier cette terre, et puis vous allez malaxer une partie de cet échantillon en essayant d'abord de faire une boule avec cette terre. Si vous voyez que c'est difficile, que la terre s'effrite, qu'elle ne tient pas, ça veut dire que vous êtes en présence d'un sol majoritairement sableux. C'est un sol qui va être très drainant, dans lequel l'eau et les éléments nutritifs ne vont pas rester, mais c'est aussi un sol qui va être aéré, qui va aussi se réchauffer facilement. Il va donc accueillir des végétaux très spécifiques. Alors vous continuez. Si vous arrivez à faire une espèce de boudin avec cette terre, c'est que vous êtes en présence d'un sol majoritairement limoneux. Donc les limons sont des particules plus fines que les sables, qui vont donc mieux se tenir ensemble. C'est un type de sol qui va plus facilement retenir les nutriments et l'eau, mais par contre il est très sensible à la pluie, qui peut former une sorte de croûte à sa surface, et ça va donc freiner la germination des plantes, mais aussi l'arrivée d'eau jusqu'aux racines sous la terre. Alors dernière partie du test, si vous arrivez à soulever ce boudin, en faire un collier en forme de fer à cheval et que ça tient, c'est que vous avez un sol avec une grande proportion d'argile, qui est le cas chez moi, comme on peut le voir. Alors, les sols argileux sont des sols qui sont aussi très sensibles au tassement, qui vont être facilement compacts, mais qui vont aussi bien maintenir les nutriments. Par contre, il y a un risque d'asphyxie, effectivement, s'il y a vraiment une trop grosse proportion d'argile. Donc vous voyez, tout ça va nous donner finalement des indications sur les caractéristiques de nos sols et sur les types de végétaux qui vont pouvoir s'y développer. Alors, il y a d'autres indices aussi qui révèlent la texture de nos sols, par exemple les fleurs qu'on va rencontrer sur notre terrain. Chez nous, on a beaucoup de pissenlits, de pâquerettes, de boutons d'or, de chardons. Ce sont des plantes qui poussent facilement en milieu argileux, par exemple. Du côté des sols sableux, on va trouver le mouron des oiseaux, par exemple. Tandis que du côté des sols limoneux, eh bien, on va avoir affaire à une terre qui va être particulièrement noire, douce, granuleuse au toucher. Vous voyez, donc il y a plein de petits indices.
Alors évidemment, l'idéal, c'est d'avoir dans son sol un équilibre entre ces différents composants, ces différents fragments. C'est ça qui donnera les meilleurs résultats. Si ce n'est pas le cas, il y a toujours moyen de corriger le tir, mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous le testiez chez vous, partagez-nous vos expériences, vos résultats, voire vos analyses. Et peut-être que l'on pourra répondre à certaines de vos questions. Merci Virginie de continuer à nous proposer plein de trucs et astuces à mettre en pratique. Convaincu ? Alors sortez de chez vous, testez, transformez, accueillez, nourrissez. Faites de votre jardin un lieu d'accueil pour la nature. De notre côté, on vous fixe rendez-vous en septembre pour d'autres aventures au jardin. À bientôt. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner au choix soit une boîte de purin d'ortie, soit une boîte de poudre de lave. Ces deux produits complémentaires permettent de protéger vos plantes efficacement contre toutes sortes de maladies et de ravageurs. Le purin d'ortie protégera vos fruitiers des pucerons et la poudre de lave va créer une barrière physique qui réduira le développement des moisissures, chenilles et autres insectes nuisibles. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. À quelle famille appartient la limace et l'escargot ? Envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!